a 55 millions d'années, peu après la disparition des dinosaures. Un réchauffement climatique global bouleverse alors notre planète. Le niveau des océans monte. Certains mammifères terrestres se rapprochent de l'eau. Parmi eux, l'ancêtre des cétacés, des baleines, dauphins, orques et autres cachalots marchent encore à quatre pattes et chassent sur le rivage. Peu à peu, il s'aventure dans les eaux peu profondes, va y nager et y poursuivre ses proies. 10 millions d'années plus tard, ses descendants ont définitivement quitté la terre ferme pour le grand océan. Leur nage est formidablement efficace et, grâce à l'eau qui les porte, ils sont devenus titanesques. Ainsi est né le peuple des géants. Pour aller à la rencontre de ces géants des mers, nous allons suivre François Sarano. Océanographe, ancien compagnon du commandant Cousteau et infatigable explorateur et défenseur du monde marin, François va plonger avec les plus grands animaux de la planète pour tenter de percer un peu du mystère de leur formidable réussite. Quand les ancêtres des cétacés sont retournés à la mer il y a 55 millions d'années, il n'avait aucune chance. Ils arrivaient dans un milieu hostile. Il fallait y respirer. Il fallait se cacher dans un milieu où il n'y a nulle part où se cacher. Dans le Grand Bleu, il n'y a nulle part où se cacher. Il fallait mettre bas dans un milieu où son petit avait tout de suite à respirer. Eh bien, malgré ces handicaps, ils ont réussi. On est à l'aube de ces découvertes parce qu'on n'a pas encore décrypté leur langage. Et ce langage est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'archipel des Bahamas, dans la mer des Caraïbes. Un chapelet de 700 îles, dont les minuscules îles Bimini, les plus proches de la Floride. Ces eaux peu profondes et cristallines y abritent deux espèces de dauphins, le dauphin tacheté de l'Atlantique et le grand dauphin, ou Tursiops. C'est ici que s'est installée une équipe du Dolphin Communication Project, menée par Kelly Melillo. Cela fait maintenant 15 ans qu'elle suit les dauphins de Bimini. Elle va amener à leur rencontre François Sarano et son inséparable compère René Euzé, caméraman sous-marin. Là, prendre le temps de lire le programme. Non, ça marche très bien quand ça marche. Oui. Le tout, c'est d'arriver à le faire marcher. Bon, merci René, je te remercie. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, les dauphins, le bateau, tu ne le perdras pas. Il n'y a pas de brouillard. François veut plonger avec les dauphins et essayer de comprendre comment ils utilisent les sons pour voir le monde et pour communiquer. Kelly est celle qui les connaît le mieux. Grâce aux photos prises depuis la surface, elle a identifié 102 dauphins tachetés et 70 Tursiops. Sédentaires, ils restent autour de Bimini toute leur vie. Quelle est la chose la plus importante que vous voudriez me montrer? En sortant en mer avec nous, François, j'espère que vous aurez l'occasion de tout voir. Jouer. Je veux juste les voir jouer ensemble. Et ils jouent beaucoup. Vous les verrez peut-être écolocalisés en observant la façon dont ils scannent avec leur tête. Lorsqu'ils s'approcheront pour vous examiner, vous ou vos palmes, s'ils tournent leur tête, alors ils sont en train de vous sonder. Vous entendrez peut-être certaines fréquences de leur écolocation. Si c'est un grand dauphin, vous pourrez le sentir physiquement. Je le sens lorsqu'un grand dauphin est derrière moi et qu'il est en train de m'écolocaliser. Mais il faut 3 ou 4 dauphins tachetés en même temps pour que je puisse le ressentir dans tout mon corps. Mais pour voir et entendre les dauphins, encore faut-il les trouver.
Qu'est-ce que ça dit devant? Ah, ils sont partis? L'expérience qu'a René des tournages sous-marins est à ce moment-là bien utile. Regardons d'ici 1 minute 30, environ à 2 minutes, ils vont sortir. Le tout, c'est qu'ils ne soient pas trop loin du bateau, quoi. Là-bas, là, juste derrière. Là-bas. Tu vois, je me suis pas trompé. Ils sont juste derrière, et tu vois, là, le plus proche, c'est qu'ils prennent des respirations, et c'est un jeune. Il y a un petit, hein. Ouais, il y a le jeune. Ben, c'est le jeune qui a fait surface. À mon avis, il tient moins longtemps les apnées que les adultes. Tu es libre, Jean-Christophe? François emmène avec lui un hydrophone, un micro-sous-marin. Et c'est une plongée dans le monde des sons. Les premiers à l'approcher sont 2 dauphins tachetés qui nagent ensemble. François reconnaît immédiatement les clics d'écholocation dirigés vers lui pour l'identifier et les sifflements que les dauphins utilisent pour communiquer entre eux. Mais c'est aussi leur gestuelle qui attire l'attention de François. Ce besoin d'être en contact, de se toucher. Quel lien subtil tisse-t-il ainsi entre eux? Que se disent-ils à travers ces caresses délicates? Sans doute, même ces claquements de bouche ont-ils une signification pour eux. Et les sons se mêlent. Des buzz, des clics, des sifflements, des pépiments. Et probablement d'autres encore que nous ne pouvons même pas percevoir, car ils utilisent des gammes de fréquences qui nous sont inaudibles. Que ce soit cachalot, dauphin, baleine, orque, chaque fois qu'on rencontre des cétacés, on mesure l'incroyable complexité de leur société. Et qui dit société complexe, dit obligatoirement communication complexe. Et on a vu qu'ils arrivaient à communiquer par le corps en se touchant, par le regard et évidemment par les sons. Dans un milieu, dans le milieu marin, où le son va 4 fois et demi plus vite que dans l'air, dans un milieu où on voit mal, la communication sonore est essentielle. Chant des baleines, coda des cachalots, sifflement des dauphins. Que se disent les géants par ces sons énigmatiques? C'est une question à laquelle François a été confronté pendant toutes les années qu'il a passées aux côtés du commandant Cousteau. Mais elle reste encore, pour lui, un mystère fascinant. De l'extérieur, on ne peut voir et entendre que ces corps qui frappent la surface de tout leur poids. 30 tonnes pour ces baleines à bosse, dont le fracas se réverbère dans l'océan et porte à des kilomètres. Ce sont aussi ces queues de cachalots qui viennent percuter l'eau. Ces dauphins qui voltigent.
Les cétacés utilisent toutes les surfaces de leur corps, toute la surface de la mer pour faire du bruit, des signaux sonores qu'ils envoient aux autres, à leurs congénères, amis, partenaires ou rivaux. Personne ne le sait exactement. Et sous la surface, l'écosystème sonore est aussi plein que l'océan paraît vide. Pourtant, dans ce brouhaha, chacun occupe sa niche sonore. Chacun reconnaît son partenaire ou son adversaire. Deux animaux peuvent être à plusieurs kilomètres l'un de l'autre et pourtant rester ensemble grâce au son. Il existe entre eux des liens dont nous n'avons aucune idée et que nous ne pouvons même pas entrevoir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprécier ce concert des océans qui nous fascine par sa foisonnante étrangeté. Et dans ce concert, le plus célèbre des solistes est la baleine à bosse mâle. Chaque année en hiver, les baleines à bosse viennent sous les eaux des tropiques pour mettre bas et se reproduire. Durant cette saison des amours, seuls les mâles chantent. Ils se tiennent immobiles pendant de longs moments, comme en suspension dans l'eau. Ils vocalisent gueule fermée sans relâcher la moindre bulle d'air. Ils fredonnent pendant des heures des chants sans fin. S'agit-il de séduire les femelles? S'agit-il d'un chant de contentement ou d'un appel guerrier? La vérité, c'est que personne ne le sait. Les mâles se rassemblent en nombre sous les tropiques et leurs chants voyagent dans l'eau sur des dizaines de kilomètres. Même dans le ventre de sa mère, le baleineau les entend déjà. Sa mère ne les lui enseignera jamais, puisqu'elle-même ne chante pas. Il va les apprendre par imprégnation, à mesure qu'il baigne dans cette ambiance sonore. Les chants prennent tellement de place qu'ils ont monopolisé l'attention des scientifiques et occulté toutes les autres vocalises. On a ainsi longtemps cru que les échanges sonores entre mère et petit n'existaient pas. Pourtant, la relation maternelle est centrale dans la vie des baleines à bosse. Et il est peu probable que le son n'y joue aucun rôle. Olivier Adam, docteur en bioacoustique, est le premier à avoir enregistré les échanges sonores entre une mère et son petit. Une véritable révélation scientifique. Il est aujourd'hui sur l'île de Rurutu, au sud de l'archipel des Australes, en Polynésie française. Au terme d'un long voyage de plusieurs milliers de kilomètres depuis l'Antarctique, les mères baleines à bosse ont trouvé refuge dans ces eaux calmes et ont pu donner naissance à leurs petits. Surface. Les mâles sont peu nombreux et c'est l'occasion pour Olivier Adam d'approcher les femelles et d'enregistrer leur vocalisation ainsi que celle de leurs baleineaux. On entend les vocalises basse fréquence et les sons pulsés de la mer et le sifflement court et aigu du baleineau.
qu'on a remarqué par rapport à des chants des mâles, c'est que les émissions sonores des femelles sont beaucoup plus rares et puis sont relativement simples. Pour le baleineau, c'est plutôt proche du sifflement avec deux caractéristiques principales. La première, c'est qu'ils sont très courts et puis deuxièmement, ils sont assez mal construits. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à tenir la note, en tout cas qu'ils découvrent leur système vocal. Qui sont en fait comment gérer les cordes vocales, la tension des cordes vocales et réussir à stabiliser une note. Comme d'ailleurs nos enfants font lorsqu'ils commencent à chanter, ils ont du mal à stabiliser. C'est la différence qu'on peut faire entre un chanteur professionnel et un chanteur débutant. Depuis qu'il a enregistré ses premiers échanges, Olivier Adam cherche à en percer les secrets. Pour lui, les chuintements de la mère lui permettraient d'avertir son petit d'un danger. Ils peuvent aussi lui servir à rappeler son baleineau auprès d'elle quand celui-ci s'éloigne un peu trop et qu'il échappe à sa vue. Et puis, quand ils se réunissent, les vocalisations de l'un et de l'autre doivent signifier toute l'affection, toute la tendresse qu'ils se vouent, prodiguant à chacun bien-être et réconfort. Des échanges mère-baleineau au chant des mâles, le son participe à tous les liens qui unissent les baleines. Attachement, séduction ou rivalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'acoustique est vitale pour les cétacés. Ils utilisent les émissions sonores pour tout. La reproduction, les interactions sociales, la recherche de nourriture, la localisation, l'environnement, la définition de l'environnement, la caractérisation de l'environnement. Donc pour tout ce qu'ils vont faire durant toute leur vie, ils vont utiliser le son. Donc pour moi, il est inconcevable que ça se limite juste à un problème de communication. J'aurais tendance à dire que s'ils en sont aussi spécialistes des sons et qu'ils les utilisent de cette façon, de façon globale dans toute leur vie, on pourrait imaginer que ça soit aussi un langage. Langage, le mot est lancé. Et si l'on parle de langage, cela signifie-t-il que les cétacés, les dauphins en particulier, utilisent des mots? De retour à Bimini, aux Bahamas, François a convié à bord le docteur Kathleen Dudzinski, fondatrice du Dolphin Communication Project. Elle va nous apporter toute son expérience, acquise pendant 25 ans, au contact des différentes espèces de dauphins qu'elle étudie à travers le monde. Qui mieux que Kathleen pour répondre à cette vaste question du langage? Au cours de mes études sur les dauphins, j'ai découvert qu'ils utilisent une variété de signaux. Des sons, des sifflements et des clics, mais aussi des gestes, des postures, leurs angles d'approche et toute une série de comportements différents. J'appellerais ça plutôt un vocabulaire fait d'une variété de signaux, et non pas véritablement une langue ou des mots. Il faut maintenant retrouver les dauphins. Mais peu de gens imaginent à quel point l'océan est vide. À part quelques oasis de vie autour des récifs, c'est le désert. Et l'on se retrouve parfois bien seul. Avec nos pauvres sens d'humain, nous ne voyons pas grand-chose et n'entendons pas tellement plus. Le fond de ce désert sous-marin est étrangement parsemé de cratères. François en découvre des dizaines qui dessinent un sol lunaire. Quelle créature singulière a bien pu creuser ces cratères dans le sable?
Les rares petits poissons que l'on croise, des rasons, ne se laissent pas facilement approcher et vont immédiatement se cacher sous le sable. Sans laisser aucune trace derrière eux. Pas même une ridule, encore moins un cratère. Et soudain, des crépitements, des clics. Au début presque imperceptibles, puis de plus en plus proches, ils annoncent l'arrivée des dauphins, des Tursiops. Les voilà, ceux qui creusent les cratères. Sous les yeux de François, les dauphins se livrent à un étrange ballet qui prend tout son sens quand un dauphin déniche un de ces poissons rasons que François a vu se cacher sous le sable. Les dauphins sont en chasse et ils chassent avec le son. Ils émettent des pulsations sonores très rapides vers le sol et utilisent l'écho qui leur est renvoyé pour s'en faire une image sonore. C'est l'écholocation, un sens qui fonctionne comme un sonar, ou plutôt comme une échographie, car cela leur permet de voir à travers, de voir sous le sable. Et c'est de cette façon qu'ils repèrent les poissons qui y sont cachés, les déterrent et les avalent. Grâce à ce sixième sens que nous autres humains ne possédons pas, ils voient sous la surface des choses. Contrairement aux cachalots qui peuvent plonger plus d'1 heure, les dauphins doivent remonter respirer à l'air libre toutes les 3 minutes. Un va-et-vient ininterrompu entre la surface et le fond. Kathleen s'est mise à l'eau à son tour. Elle plonge en apnée avec masque et tuba. Elle prend une profonde inspiration pour aller observer de plus près une mère et son petit qui nagent autour de François. Le petit se tient tout à côté, presque collé contre elle. Il ne rate rien de ce qu'elle fait. Car cette technique de chasse du cratère n'est pas innée ou instinctive. Elle s'apprend. C'était vraiment super, vraiment super. Il y avait plusieurs dauphins adultes qui se nourrissaient par la technique du cratère. Et il y avait une mère et son petit. Et il semblait que le petit s'accrochait à sa mère peut-être pour essayer de comprendre comment faire. C'était vraiment super.
À chaque fois que j'étudie les dauphins sous l'eau, j'ai l'impression d'avoir une double personnalité. Je sens en moi la scientifique qui doit tout documenter avec passion, mais en même temps, je me sens comme une enfant qui peut regarder tout ce qui se passe entre ces individus dans un environnement totalement étranger. Les observations aujourd'hui étaient fantastiques. C'est la première fois que je reste aussi longtemps sous l'eau avec des grands dauphins qui chassent. J'ai entendu l'écolocalisation, puis j'ai entendu des sifflements et peut-être quelques autres sons. C'est un autre aspect de leur comportement. Comment communiquent-ils lorsqu'ils se nourrissent? Et ils se nourrissent individuellement ou par eux-mêmes, mais tous dans une même zone. Donc comment font-ils pour coordonner cela? Restés au fond, François et René voient arriver de plus en plus de dauphins, comme si quelqu'un avait sonné le rassemblement. Ils remarquent un son étrange et puissant qui n'a rien à voir avec l'écolocation. Est-ce le signe de ralliement des dauphins? Est-ce un appel à rejoindre les lieux du festin? Toujours plus nombreux, les dauphins chassent et mangent, encore et encore. Waouh, vous auriez dû voir ça. Et alors, à côté, il se fiche de toi. C'est eating, Ils mangent, ils sont joueurs, ils jouent avec play vous. with you. Ils chassent, ils jouent, la mère, le The petit, mother, the calf, plenty beaucoup of de femelles. Ouf. D'abord, il arrive. Il se retourne. Et tout d'un coup, il sort le poisson, il l'envoie, hop, et puis il le récupère. Magnifique. Ils font un bruit que j'avais jamais entendu. Ah mais c'est comme ça que je les ai retrouvés. Simplement, on a l'habitude. Mais là, il y avait un bruit comme si c'était une pompe. Tu sais, je vais te dire, comme une pompe de toilette des bateaux. Tu sais, quand tu pompes. We have heard a strange sound. Nous avons entendu un son étrange comme un vroom, vroom. Ouais, lorsque la mère et le petit rencontrent un autre dauphin. Et René l'a enregistré avec sa caméra. J'adorerais entendre ce son, oui. Nous, on entend beaucoup de sons. Et je pense qu'en réécoutant la bande sonore qui correspond à ce qu'a enregistré René sous l'eau, on va pouvoir faire la différence entre ces sons des colocations et puis peut-être les appels entre les différents dauphins qui mangeaient les uns à côté des autres, qui se rejoignaient, qui par moments se mettaient à jouer. Mais ça, je pense qu'il faut faire une analyse a posteriori sur les images.
Hier, lorsque René et moi avons plongé avec le grand dauphin, on a observé cette technique du cratère. Et nous avons entendu un son étrange. Voilà ce que nous avavons observé hier, ce bruit étrange. Oui. Il s'agit d'appels, de braiements, et nous les avons documentés ici par le passé lorsque les grands dauphins se nourrissent. Certains de mes collègues ont enregistré ces braiements dans l'estuaire du Sado, au Portugal, et au large de Morayfirth, au Royaume-Uni. Et je les ai enregistrés au large du New Jersey. Ils semblent être associés aux grands dauphins en train de se nourrir, que ce soit un appel pour indiquer où se trouvent les rasons, ou pour appeler leurs congénères pour leur dire « Hey, j'ai trouvé du poisson ». On n'est pas sûr. Une autre hypothèse est qu'ils sont peut-être utilisés pour désorienter leurs proies lorsqu'ils sont en train de chasser. Peut-être pour les étourdir un peu afin de les attraper plus facilement. Ici, nous sommes en mesure d'enregistrer le comportement et le son. Donc, nous pouvons commencer à comprendre comment ces éléments peuvent être liés. Mais est-ce que vous les avez entendus lorsqu'ils ne sont pas en train de se nourrir? Nous ne les avons pas entendus lorsqu'ils ne se nourrissent pas. Non. Je me rappelle qu'il y a des années, lorsque je plongeais en Afrique du Sud, dans le Sardine Run, avec les sardines et les dauphins, il me semble avoir entendu ce genre de son. C'est très similaire. Ces mystérieux appels sont sans doute une des clés de la communication des dauphins. Comment s'interpellent-ils dans ce monde où l'on voit si mal ? Mais notre ignorance est aussi immense que l'océan est vaste, car les moments que nous offrent les dauphins sauvages sont rares. Il faudrait passer des années avec eux pour peut-être réussir à les comprendre. Aussi, certains scientifiques mènent leurs études sur des dauphins domestiques, qui vivent en bassin depuis des générations. François se rend à Key Largo, en Floride, pour rencontrer le professeur Stan Kuczaj, qui étudie en bassin la communication des dauphins. Ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre comment les dauphins appréhendent leur monde. Ainsi, la communication n'est qu'une partie importante. Nous étudions les sons qu'ils émettent, la façon dont ils se touchent, vous savez, comme ça. Vous avez déjà vu? Ouais, j'ai déjà vu ça. Oui, je m'en doute. Et donc, nous essayons de démêler tout ça. Et parfois, c'est frustrant, car leur communication est flexible. C'est pas comme les singes verts, qui ont un cri d'alarme pour l'aigle, un cri pour le lion, et ainsi de suite. Vous êtes en train de me dire que vous concentrez vos recherches sur un sifflement signature que chaque dauphin utilise pour se signaler et pour pouvoir appeler un autre. Quand on y réfléchit, il aurait été possible que tous les dauphins utilisent le même sifflement pour rappeler leur petit. L'évolution aurait pu créer un son qui voudrait dire « viens ». Ça aurait pu se produire, mais ça ne s'est pas produit. Ce qui se passe, c'est que chaque mère utilise une séquence de sons qui contient son sifflement signature pour rappeler son petit. Donc chaque dauphin se donne un nom. Ça ressemble beaucoup à un nom. Nous ne savons pas encore si cela fonctionne réellement comme un nom, mais par souci de simplification, je pense que c'est la meilleure façon de le concevoir. Pour mettre en évidence cette signature sonore, Stan propose l'expérience suivante. Plusieurs mères et leurs petits sont placés dans un des bassins du centre. Très bien, envoyez Bibi. On envoie un des petits à l'autre bout du bassin. Dès qu'elle arrive, gardez-la, puis nous l'appellerons. Très bien. Faites hors de l'eau pour les autres dauphins. Très bien. Puis, par un signe de la main, on demande à sa mère de le ramener auprès d'elle. Elle peut soit aller le chercher physiquement, soit l'appeler par un son. Et dans 90% des cas, elle l'appelle sans se déplacer. Elle se tourne. Et le petit la rejoint. Elle se dirige vers sa mère. Elle revient. Et la voilà de retour. Bravo. Cela prouve déjà l'importance des sons et de la communication vocale chez les dauphins. Mais ce n'est pas tout. Pendant ces expériences, Stan et son équipe enregistrent le son émis par la mère pour appeler son petit. Et ils constatent
que la mer commence toujours son appel par le même sifflement. Et en multipliant l'expérience avec d'autres, il s'avère que chaque mer commence par un sifflement qui lui est propre, ce fameux sifflement signature qui semble la désigner. Cette signature permettrait de savoir quel individu appelle, alors qu'il ne peut être vu. A-t-on pour autant découvert un premier mot, le premier mot d'un dictionnaire de dauphins? Je ne sais pas si nous aurons un dictionnaire. Je pense que nous comprendrons mieux ce que signifient ces signaux. Mais la raison pour laquelle j'évite d'utiliser le mot dictionnaire, c'est que je pense que c'est une erreur d'essayer d'analyser la communication des dauphins en termes de langage humain. Nous devons essayer de comprendre ce qu'ils ont besoin de communiquer et quelles informations sont importantes pour eux. Plus au sud, au Mexique, Jacques Kasevitz a cherché dans une toute autre direction. Autodidacte passionné, hors du monde scientifique, il a eu une intuition étonnante. Et si les dauphins n'avaient pas besoin de mots, mais communiquaient à l'aide d'images sonores en utilisant leur sixième sens, l'écholocation? François le retrouve à Puerto Aventuras, dans le Yucatan. Ils sont nés ici? Oui, ceux-là sont nés ici, exactement. D'ailleurs, celui-là, j'étais là quand il est né. Et j'ai enregistré ses premiers sons, juste au moment de sa naissance. Contrairement aux humains, les dauphins ont une structure vocale très développée dès leur naissance. Ils peuvent écolocaliser. Ils ont un sifflement signature. La mère fait l'essentiel de la conversation, mais les petits se débrouillent bien aussi. Comment avez-vous l'idée que les dauphins pourraient communiquer non pas par des sons comme des mots, mais comme des hologrammes ou des images? Eh bien, enfant, très jeune, j'avais quelque chose qu'on appelle un trouble du déficit de l'attention. C'est comme si je ressentais les choses par des images. Je ne pensais pas comme les autres enfants. Je visualisais en images. Et lorsque je jouais de la musique, je jouais de la batterie, je voyais les couleurs, je voyais la musique, je pouvais la visualiser. Et quand j'ai commencé à observer ces animaux, j'ai réalisé qu'ils vivent vraiment dans un monde de sons. J'ai compris que peut-être l'idée qu'ils utilisent des mots est un point de vue très humain. Mais peut-être s'agit-il d'un système complètement différent. Et si leur système était semblable au mien? Et j'ai vu les figures acoustiques de Chladni. Chladni mettait du sable sur une plaque, diffusait un son à travers, et ce son formait alors des figures. Je me suis dit, et si, c'est comme ça que tout a commencé, et si je prenais le son d'un dauphin et je faisais la même chose à travers une plaque de Chladni? Les figures de Chladni, du nom d'un physicien allemand du tournant du XVIIIe et XIXe siècle. En plaçant du sable sur une plaque et en émettant un son précis, Chladni a montré que l'amplitude de la vibration n'était pas partout égale et dessinait de ce fait des figures. Grâce au sable, on peut visualiser les ondes que le son imprime à la plaque. Et si l'on modifie le son, la figure change. L'expérience de Chladni nous permet ainsi de voir les sons. On peut même la reproduire avec une simple goutte d'eau. Très bien. Maintenant, je vais descendre et nous allons utiliser l'hydrophone. Vous pouvez les entendre d'ici. L'idée de Jack est de présenter différents objets aux dauphins afin qu'ils les scannent. Dans l'eau, il va capter les vibrations des sons émis par le dauphin, mais surtout celles de l'écho que lui renvoie l'objet. Mettez vos hydrophones en place. N'oubliez pas, il faut les tenir devant l'objet. Fais-les venir. Recommence. Jack a commencé en présentant une croix au dauphin.
Les vibrations sonores dans l'eau ne sont censées dessiner que des cercles concentriques. Mais, à la surprise des spécialistes, Jack y découvre des lignes droites. Et en densifiant l'image, on peut y distinguer la forme des objets. Une croix, un cube, Jack multiplie alors les expériences avec toutes sortes d'objets, plus ou moins incongrus. Et même avec un humain, dont la forme se révèle effectivement dans l'écholocation du dauphin. Jack a réussi à visualiser ce que perçoivent les dauphins avec les sons. Une grande première. Tout le monde dans l'eau. Mais Jack veut pousser l'expérience encore plus loin. Dans un autre bassin, il réémet avec d'autres dauphins les sons d'écholocation qu'il a enregistrés. Il veut voir si, quand on émet le son d'écholocation d'un objet, le dauphin ramène cet objet précisément. En l'occurrence, la croix. Vous êtes prêts? Jetez vos objets. 1, 2, 3, c'est parti. C'est une piste pleine de promesses. Mais on est encore très loin de savoir si elle est véritablement fondée, car aujourd'hui, rien ne nous confirme que les dauphins ont la capacité physiologique de réémettre les sons renvoyés par les objets, comme Jack le fait avec son appareil. Si c'était le cas, on pourrait dire qu'une partie au moins de leur communication se fait par ces sortes d'images sonores. Mais quoi qu'il en soit, l'expérience de Jack Kassevitz a un mérite, celle de nous replacer dans un monde de dauphins. Quand on essaie de comprendre les dauphins et leur communication, il ne faut plus penser en termes de langage humain. Il faut réfléchir en dauphins. Quel sens ils utilisent? Quels sont leurs besoins en termes de communication dans leur monde et leur société? Aujourd'hui, grâce aux appareils qui permettent d'enregistrer les sons sous l'eau, on commence à comprendre la variété extraordinaire qu'utilisent les dauphins pour communiquer entre eux. Ils arrivent, grâce à ces capacités sonores, à faire des échographies de leur environnement. Et peut-être, à renvoyer ces échographies à leurs congénères. Peut-être que c'est une forme de communication qui leur permet de se passer de mots, qui leur permet juste de donner une image de ce qu'ils ont vu. Et puis, on a toujours tendance à vouloir associer les sons que nous entendons, les sifflements qui sont émis par les dauphins, à nos mots. À essayer de trouver une pierre de Rosette qui permettrait de voir la communication entre un sifflement et quelque chose qui correspond à notre langage à nous. Et on se dit, est-ce que les dauphins parlent comme nous? Est-ce qu'ils ont un langage comme nous? Est-ce qu'ils ont un dictionnaire comme nous? Est-ce qu'ils ont une intelligence comme nous? C'est stupide. C'est stupide. Ce n'est pas la bonne question. La question n'est pas de savoir si les dauphins parlent comme nous ou s'ils sont intelligents, c'est d'essayer de comprendre en quoi ils sont intelligents et comment ils communiquent dans leur monde à eux. De retour aux Bahamas. François, qui milite depuis toujours contre la captivité des cétacés, est soulagé de quitter les bassins où sont enfermés les dauphins domestiques. Il va enfin pouvoir retrouver, dans leur milieu naturel, les vrais dauphins, sauvages et libres. T'es prêt, François? Ouais. Ok. Ils sont par là, ils arrivent, hein. On va aller très doucement pour la mise à l'eau, hein, parce que là, je ne peux pas les effrayer. C'est bon? Tu peux me passer le caisson? Ok, voilà. Go!
rapport y a-t-il entre les dauphins captifs, confinés depuis plusieurs générations dans les bassins, au Mexique, en Floride ou ailleurs, et ces animaux virevoltants, indomptés? Eux connaissent la démesure de l'océan, les tempêtes, les prédateurs, les proies, toute la complexité des liens sociaux, les amitiés, les rivalités, les alliances. Leur communication est nécessairement à l'image de la diversité et de l'immensité toujours changeante de leur univers, où l'on s'entend à des kilomètres, où tout est ouvert. On essaye d'imaginer leur monde alors qu'on en ignore les moyens de communication, on en ignore les sens, et c'est incroyable, on n'a même pas le vocabulaire, pour décrire ce qu'ils sont capables de faire. On invente des mots, des clics, des claques, des clangs, enfin, tout un tas d'imitations faibles de ce qu'ils arrivent à faire, et on essaye un petit peu comme... C'est comme si on était des aveugles et qui essayions de décrire le monde dans lequel ceux qui voient vivent. On ne peut même pas imaginer. Ils vivent dans un autre monde, ce sont des vrais aliens. Des aliens. Pour les comprendre, il faut se préparer à une rencontre d'un nouveau type. Les cétacés n'ont pas les mêmes besoins que nous. Ils n'ont pas les mêmes désirs. Ils vivent dans un monde où la propriété et l'accumulation n'ont pas de sens, où l'espace n'a pas de limite, où le temps s'écoule dans un perpétuel présent. Il faut abandonner nos références, laisser derrière nous nos idées préconçues. Il faut nous perdre dans leur univers. Alors peut-être découvrira-t-on que ce qu'ils cherchent à exprimer est d'un autre ordre, affectif, émotionnel, social. Et ce jour-là, nous entendrons ce qu'ont à nous dire les voix des géants.